Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc juste un petit mot d'intro pour cette conférence. Donc ravi de vous accueillir dans la salle polyvalente pour cette 4e conférence de notre cycle Rencontre ICAM. Donc l'enjeu de cette conférence est comme les précédentes, on a souhaité cette année faire un cycle de conférences sur des thématiques qui nous paraissent être des thématiques d'avenir avec des enjeux. Et naturellement, dans les 4 transitions, il y avait a émergé forcément très rapidement la question de la thématique énergétique et de la transition énergétique. Voilà, donc on a souhaité prendre ce temps pour à la fois offrir un temps d'approfondissement pour nos étudiants et en même temps l'ouvrir à l'extérieur pour réfléchir sur les sujets d'enjeux que sont celui de la transition énergétique. Donc merci à nos intervenants. Donc je vais rapidement passer la main à Corinne pour animer cette table ronde sur le sujet. Merci Corinne. Merci Jean-Denis. Alors, je crois que j'ai déjà un micro, moi, donc ça sera pour les intervenants. Alors aujourd'hui, l'idée c'est que je vais faire une introduction, puis après je passerai la parole au milieu industriel, donc, et ensuite au milieu académique et recherche. Donc a priori, aujourd'hui, vous voyez bien l'actualité sur tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est en fait, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux électriques, et tout ce qu'on peut avoir comme problème sur les réseaux électriques, sur et aussi l'autonomie et la souveraineté énergétique. Donc, je pense que c'est un sujet d'actualité qui devient encore plus d'actualité, je crois, ces derniers temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, comme compromis? Et nous aurons après, en fait, au niveau de la table ronde, on veut que ce soit ouvert au niveau des questions. Donc surtout, n'hésitez pas à en préparer au fur et à mesure. Donc on fait un petit speech, puis après à vous, et essayez de profiter des experts qui sont autour de nous. Alors, donc d'abord l'ICAM, au cas où. Donc Camille, on y va. On fait l'expérience, on va voir en direct si ça marche. Merci d'abord à Alal qui a organisé toute cette table ronde et qui a fait les choix de nous, à tout prix, nous faire venir sur cette table ronde. Alors, avant que j'arrive donc à prendre la parole, je vous présente nos interlocuteurs de ce soir. Alors, je vais commencer dans l'ordre où je vais donner la parole. Donc, Monsieur Notin, donc Damien Notin, qui représente EDF et qui va nous donner, si possible, ses stratégies. Donc, on va voir comment. Et nous avons un autre industriel, Monsieur Philippe Salvado, qui va nous représenter SPI, donc avec une autre vision. Puis, le professeur Estibal va pouvoir nous donner la version recherche. Et nous aurons Monsieur Dedieu qui, en fait, est en charge de la partie
des travaux sur la partie réseau côté université, tout ce qui est réseau électrique, habilitation électrique et réseau de demain qui est dans toute la partie académique et qui nous donnera une vision et peut-être il y aura des discussions sur les prochaines habilitations. Alors, au départ, je lance le débat. Donc, vous avez déjà vu tout ce qu'on a pu dire dans en fait le flyer. Je pense que les enjeux sont sur plusieurs domaines. Au niveau enjeux en fait énergétique, on parle de production décarbonée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les technologies qui sont en fait les plus à même d'être décarbonées? Vous savez que nous sommes un pays sur le nucléaire. Est-ce que c'est vraiment la partie décarbonée la plus importante de l'Europe? Et qu'est-ce qu'on peut encore rajouter sur le mix énergétique? Le côté sobriété énergétique, c'est le mieux, c'est encore l'énergie que l'on n'a pas, entre guillemets, consommée. Hein, donc ça sera plus facile d'en produire moins et donc de rajouter des coûts et des surcoûts. Donc comment on peut encore réduire notre consommation dans l'avenir proche? Je crois que peut-être avec les surcoûts d'énergie, c'est peut-être un moyen, mais si on peut y aller de façon collégiale et concertée, peut-être que plutôt que par des questions économiques. L'innovation technologique, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous savez que de l'évolution de la transition énergétique, il y a un paquet d'années qu'on en parle. Est-ce qu'on y est arrivé? Est-ce qu'on a fait un gros effort sur les énergies renouvelables? Est-ce qu'il en reste encore à rajouter sur le réseau? Et est-ce que ça va encore déstabiliser le réseau? C'est des questions qui vont être ouvertes. Et puis après, c'est plus ouvert sur la politique et l'infrastructure et la partie territoire pour savoir si il n'y a pas des incitations au niveau territorial ou national ou international, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que nous, citoyens, nous devons nous impliquer ou est-ce qu'il faut attendre que l'État s'implique plus que ça ou la région? Alors, un smart grid, pour rappeler un peu le principe, hein, c'est très très vieux comme concept. C'est une des solutions où il y a, si vous savez, ou ceux qui connaissent un peu, dans une partie smart grid, on dit qu'on a défini tout. C'est les réseaux du futur, les réseaux intelligents, les réseaux qui font tout et qui, en fait, vont nous trouver une solution. Donc ça, c'était un concept des années 60 qui commence à être de plus en plus autour de vous. Et si on regarde le concept le plus concret, c'est ce qu'on appelle les smart cities, où en fait on va pouvoir avoir des prosumeurs, des pro-consommateurs qui eux-mêmes peuvent être producteurs. Il y a aussi des éléments de stockage qui se rajoutent dans le réseau, qui peuvent même être industrialisés sur la partie stockage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de projets chez SPI qui sont très novateurs sur la partie stockage. Et il peut y avoir en fait un mélange entre les énergies de demain et les énergies d'aujourd'hui. Et donc, moi, je termine mon intervention et après, je passe la parole à Damien. Donc, a priori, donc, un réseau, actuellement, on entend parler de forte intégration dans les énergies renouvelables. Qu'est-ce que ça peut perturber? Qu'est-ce que ça peut rajouter comme facilité? On intègre des ressources renouvelables, mais est-ce qu'il ne faut pas adapter les infrastructures? Est-ce qu'il ne faut pas en fait rajouter une gestion adaptée à ce type d'énergie qui est quand même relativement intermittente? Est-ce que le stockage, c'est la solution? Et quel type de stockage? Alors, un smart grid, ça regroupe beaucoup d'outils. Et un des outils, c'est ce qu'on appelle le microgrid, mais on en parlera peut-être en R&D. Mais il peut y avoir d'autres choses, et ça veut dire que ça commence par le SCADA, ça va vers les capteurs, ça va toucher les données. Alors nous, du point de vue, entre guillemets, scolaire ou académique, on voit ça comme un système observable, pilotable ou flexible, ou les trois. Donc alors, l'observabilité, ça vient de nos collègues de l'automatique. Un système non observable n'est pas commandable. Donc, ça, c'est une citation d'un professeur qui vient juste de partir à la retraite. Et cette observabilité, on va l'avoir sur plusieurs niveaux du réseau. Actuellement,
les compteurs intelligents, on les a surtout autour de nous, chez les citoyens. Mais est-ce qu'il ne faut pas un peu plus contrôler le réseau pour le rendre interactif? Et à quel niveau? Et à quel niveau du réseau? Ensuite, vous savez qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de changements climatiques, même brusques. Alors on va dire qu'il y a beaucoup d'incidents, mais il peut y avoir aussi des attaques. On n'est pas dans un monde si serein. Alors comment on peut anticiper ces incidences? Comment on peut anticiper les vieillissements aussi des éléments dans les réseaux pour essayer d'avoir des réseaux qui sont quand même, qui durent le plus longtemps possible? Et ensuite, la facilité en fait de décision, qui décide dans les échanges d'énergie. Donc là, il y a beaucoup de nouveaux systèmes de gestion, pas que centralisés et puis après distribués. Alors, ça passe par des nouveaux capteurs, ça passe par des mesures, ça passe par des bases de données et là-dedans, les flux d'énergie sur le réseau. Alors, ça passe aussi sur un contrôle, un pilotage. Est-ce que c'est supervisé, centralisé, discrétisé? Enfin, il y a plein d'innovations. Et surtout, on aime bien que le système soit stable et que le réseau nous donne vraiment notre énergie au moment où on en a besoin. Et donc, la question, vraiment, passe par la puissance produite doit coller à la puissance en fait consommée à chaque instant. Et donc ça, c'est un enjeu vraiment sur les réseaux important. Bon, quelques solutions peut-être pour l'intermittence, ces histoires de plateformes virtuelles. Donc ça, on en reparlera peut-être un peu. Et donc, à mon tour, moi j'ai un peu fini, puis maintenant, je vous donne la parole. Merci. Vous m'entendez? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Merci à l'ICAM de nous avoir invités pour cette table ronde. Alors, quand j'ai entendu le nombre de questions, j'ai cru que vous alliez finir par « et vous avez 2 jours » voilà, pour y répondre, parce que toutes les questions sont excellentes, mais je pense qu'on n'aura pas du tout le temps d'y répondre. En attendant, je vais essayer de dresser un peu ce qui m'a été demandé, l'actualité de l'énergie, pour arriver à ces sujets-là et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, notamment en France. Donc je crois que j'ai un slide qu'on peut mettre s'il y est. S'il n'y est pas, franchement, on s'en fiche. Très clairement, aujourd'hui, ça a échappé à personne, on a une nouvelle crise énergétique. EDF vient de fêter ses 80 ans. C'était mercredi dernier, c'est une belle dame. Tout ça pour dire que c'est une industrie de temps long. C'est une industrie où, lorsqu'on construit un ouvrage hydroélectrique, on en a pour plus de 100 ans. Lorsqu'on construit une centrale nucléaire, on en a pour 60 ans, voire 80 ans, peut-être plus demain. Quand on construit des centrales solaires, on en a pour 20, 30 ans. Donc c'est du temps long. Or, nous sommes gouvernés par des gens qui raisonnent à 5 ans. Donc, depuis maintenant 40 ans, 30 ans, 40 ans, on a des politiques qui passent du chaud au froid, et ce qui fait que ça a complètement déstabilisé un système qui jusqu'à présent était particulièrement robuste. Une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui on a une crise énergétique qui remet le sujet au centre des débats. Nul doute que ce sera un débat pour 2027 et pour les présidentielles. On est aujourd'hui sur un tarif du pétrole qui explose, le Brent qui passe au-dessus des $100 et on le traduit à la pompe immédiatement. D'un seul coup, les véhicules électriques repartent à la vente. D'un seul coup, d'un seul. On est sur des tarifs de gaz qui explosent. Et tout ça, c'est pas l'objet d'un micro-phénomène. C'est quelque chose qui va arriver de plus en plus fréquemment. Et face à ce phénomène, quelles sont les solutions? C'était une de vos questions. Bon, d'abord, en France, on importe pour 70 milliards d'énergie fossile. Gaz, pétrole. 70 milliards. C'est absolument colossal. De pays qui ne sont pas forcément nos copains. Ça a échappé absolument à personne. Et pourtant, on produit 500 TWh d'électricité et on en consomme 400. Je vous le fais à la louche. Donc, on a 100 TWh qu'on exporte, c'est 5 milliards à l'export. 70 milliards,
5 milliards. La balance commerciale, elle n'est pas en notre faveur. Donc l'enjeu n'est pas tant de produire toujours plus. L'enjeu, il est d'électrifier. Il est de basculer les usages qui sont aujourd'hui des usages carbonés en usages décarbonés. Et il va falloir une rupture. Parce que si à chaque fois que le prix de l'essence augmente, on a des véhicules électriques qui se vendent, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On doit raisonner sur une vision de temps long, où on se dit que la France, avec son atout considérable, qui est sa production d'électricité, qui est multiple, c'est un superbe mix aujourd'hui entre les énergies renouvelables, le nucléaire, et donc on a cette assise-là qui nous permet demain d'être souverain, c'est-à-dire de pouvoir consommer ce qu'on produit chez nous, donc d'être souverain, d'avoir une énergie qui est compétitive dans le temps, avec des prix maîtrisés, abondante, donc, et fiable, à condition qu'on ne reproduise pas le modèle espagnol. On pourra y revenir si vous le voulez. Mais tout ça pour dire que s'il y avait eu le slide, nous, on a 4 grands axes d'ici à 2035 pour EDF. 1, l'électrification des usages. La consommation en France, c'est la consommation du niveau de 2005. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je parle de consommation d'électricité. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'efficacité et sobriété a fait son effet et a joué. Et c'est ce qu'il faut. Et il faut absolument continuer à prôner ce message. Et on est enfin entendu en période de crise. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Donc la consommation, elle est de niveau de 2005. Mais ça, la mauvaise nouvelle, c'est que le net zéro à 2050, on n'y est pas. On n'y arrivera pas si, d'un autre côté, les usages carbonés, eh bien, on n'arrive pas à les décarboner par l'électricité. Et aujourd'hui, on est sur un momentum, vous entendez peut-être les débats, les énergies renouvelables, solaires, éoliens, intermittentes, est-ce qu'il faut les arrêter? Mais non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste un problème de momentum. Il faut continuer à les développer, peut-être un petit peu moins vite, le temps que la consommation d'électricité rattrape l'offre et la demande en temps réel, avec un équilibre du réseau en temps réel et surtout avec des prix qui soient acceptables. Vous avez aujourd'hui, en 3 ans, une multiplication par 3 des prix négatifs sur le marché de l'électricité, le marché spot, le marché journalier. Quelle industrie peut survivre à ça? Quelle industrie peut se dire demain, je vends, j'achète les clients pour qu'ils consomment ce que je produis? Il n'y a pas une industrie qui peut résister à ça. Donc il va falloir qu'on arrive à équilibrer l'offre et la demande, mais en aucun cas stopper les filières renouvelables. Au contraire, on a les compétences et elles sont immenses en France. Il va falloir continuer à les développer. Bon, arrêter le stop and go, il faut plutôt faire de l'offshore, et puis finalement, non, il faut faire de l'onshore. Enfin, tout ça, c'est un manque de vision qui est quand même dramatique. Mais en attendant, continuer à développer les renouvelables, évidemment, anticiper et renouveler le nucléaire dans le futur. On relance la production, il faut m'arrêter. On relance la production d'hydroélectricité parce que le contentieux avec Bruxelles est enfin fini. Donc on va pouvoir réinvestir ce champ-là qui est quand même très puissant en France. Si on parle de flexibilité, la première des énergies stockables, c'est quand même l'eau. Hein. Bon. Donc c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité. Nous, notre message sur du temps court, c'est la décarbonation des usages et l'électrification, la question du productible. On en a aujourd'hui beaucoup. C'est pas pour s'arrêter, mais je ne suis pas sûre que le contentieux de Bruxelles, tout le monde le connaît. Donc si vous pouviez, entre guillemets, donner quelques détails, si c'est possible. Alors, d'abord, j'ai rien contre les Allemands. Mais dans l'énergie, ils ont tout fait pour déglinguer l'avantage concurrentiel que représentait EDF en France. Une question de jalousie. Une question de compétitivité de prix. Il faut savoir qu'on a l'énergie la moins chère d'Europe après les pays scandinaves et que les Allemands, je ne parle même pas des Italiens, payent leur électricité en ce moment plus de 2 fois plus cher que nous. Ça veut dire que pour leurs industries, l'industrie française est largement avantagée. Donc pour finir avec ce scandale vu de l'Allemagne, il faut démanteler EDF, il faut stopper le nucléaire et il faut mettre les concessions, et notamment les concessions hydroélectriques, en concurrence.
Donc ce qui a été demandé à la France par Bruxelles, c'est de mettre à disposition des Chinois, de qui voulait, les Allemands, nos concessions hydroélectriques pour qu'ils puissent se battre pour en avoir la concession. Sauf que d'abord, c'est des ouvrages hydroélectriques qui ont été payés par les Français. Donc c'est un avantage parce qu'aujourd'hui, ils sont amortis. Ensuite, on parle de concessions de vallées, où il y a plusieurs barrages avec des échéances de concessions qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, on pouvait se retrouver sur des vallées avec des concessions EDF, des concessions chinoises, des concessions tout ce qu'on veut, mais avec certains qui ont des enjeux uniquement privés, c'est-à-dire de l'argent, alors que l'eau, c'est un multi-usage de l'eau. L'eau, c'est l'eau potable, c'est l'irrigation, c'est le tourisme, et notamment le tourisme de kayak ou tout ce qu'on veut. Et enfin, la production hydroélectrique, elle arrive en dernier quasiment. Si vous allez le long de la Durance, vous avez de superbes barrages, ils produisent pratiquement pas de kilowattheure. Ils sont d'abord là avec le canal de la Durance pour amener de l'eau potable et irriguer les cultures. Donc oui, ce contentieux était vraiment important avec Bruxelles. On en sort. Enfin, donc on va, pour nous, EDF, réinjecter 4,5 milliards dans l'hydroélectricité en France, dont plus de 2 milliards en Occitanie, avec de très belles steppes. Les steppes, c'est les stations de pompage. Vous avez un lac en bas, un lac en haut. Vous pompez la nuit, je le fais court, et vous turbinez le jour quand vous en avez besoin. C'est de très beaux instruments, donc tout ça va être réinvesti, c'est un champ réinvesti. Voilà le contentieux. Et peut-être, tant que j'en suis dans les chiffres, c'est le chantier du siècle, le chantier de l'énergie en France. C'est 400 milliards d'euros dans les 10 ans à venir d'investissement, 100 milliards dans les réseaux RTE, 100 milliards dans les réseaux Enedis, 200 milliards dans le nucléaire et l'hydroélectricité. C'est à peu près 200 000 emplois en France dans les 10 ans à venir, dont 100 000 chez nous. Bon, si vous avez des mômes qui veulent venir bosser et qui cherchent de l'emploi, venez chez nous, ça a du sens, on décarbone la planète. Et vous, les étudiants, venez également dans les métiers de l'énergie, pas que chez EDF. Mais en tout cas, il y a vraiment un très bel avenir, je vous le garantis. Merci. Alors, nous allons avoir l'avis de SPI, avec M. Salvado. Alors, oui. Alors, je remercie effectivement ICAM de m'avoir invité et vous d'être ici. Mon éclairage va être différent de celui de Damien. Corinne avait déjà placé tout sur la table, donc je n'ai pas grand-chose en termes de questions à ajouter. Mon éclairage est différent, d'abord parce que je suis du milieu industriel, sur le terrain, du monde électrotechnique, en production d'électricité. Et quand on parle de microgrid ou grid, bien souvent, je travaille à l'international et pas en France. Donc c'est pour ça que mon éclairage est vraiment différent de celui de Damien. Mais je vais essayer d'être bref, de vous raconter une histoire qui est assez intéressante et qui résume la décarbonisation et la transition énergétique. Quand on parle de microgrid ou grid îloté, pour parler dans le jargon, on peut parler des fois jusqu'à une centaine de mégawatts. Par exemple, un centre minier ou une ville vraiment isolée. Je ne sais pas si vous connaissez la géographie, Tamanrasset par exemple, eh bien, il y a une vingtaine d'années, était alimenté en électricité que par des diesels. Évidemment, au fur et à mesure, et vu le coût du kilowattheure diesel, le solaire s'est mis en place. D'un point de vue opérationnel, c'est très difficile de gérer du solaire et des diesels. La nuit, il faut bien redémarrer les diesels. Et puis, il y a des phases intermédiaires, par exemple, le matin et le soir. Comment on gère l'équilibre pour, comme le disait Corinne, maintenir une fiabilité de fréquence et de tension lorsque le soleil se couche et qu'on n'a pas encore démarré les moteurs, dans le cas de Tamanrasset ou d'un centre minier. Donc, le défi a été dans une zone intermédiaire, quand il n'y avait pas encore de batterie, de pouvoir gérer des diesels par les opérateurs, même s'il y avait des SCADA, même s'il y avait de l'intelligence, et de pouvoir jumeler le photovoltaïque et le diesel. Le mariage des deux est très bon, par exemple.
le capital nécessaire pour installer une centrale diesel est relativement bas. Par contre, le capital pour installer une centrale photovoltaïque, par exemple, de 20 MW, est important. Mais l'intérêt, c'est que les défauts de l'un compensent le défaut de l'autre. Je m'explique. Si c'est cher d'installer du photovoltaïque, le coût opérationnel est très bas. Si c'est peu cher d'installer des diesels, le coût opérationnel est très élevé. Je vais prendre un exemple, alors que le baril n'était pas aussi élevé que maintenant. Le kilowattheure sur une mine d'or à l'est du Mali était environ de 1,22 € par kilowattheure. Je ne sais pas si vous regardez votre facture d'électricité, vous verrez la différence de kilowattheure. Je ne parle pas des abonnements et autre chose. Okay. Donc forcément, le solaire était intéressant. Ce qui manquait, c'était de pouvoir gérer le mixte tout en maintenant une fréquence suffisamment stable, une tension aussi, par exemple, à la survenue d'un nuage. Qu'est-ce qu'on fait à la survenue d'un nuage? Si la contribution solaire dépassait 50%, on était garanti d'avoir un blackout sur le site. Pourquoi? Parce que les diesels, même s'ils tournaient à 80%, n'auraient pas été capables de compenser la chute peut-être de 30 ou 40% de la production photovoltaïque dans un temps de quelques dizaines de secondes. Donc la transition énergétique, on n'a pas réussi à la décarboner tout de suite. Par contre, et je suis sûr que Dave va nous le confirmer, il y a de plus en plus de projets où on installe ce que j'appellerais des châteaux d'eau, des batteries. Lorsqu'on a introduit du stockage d'énergie, donc pour la terminologie BESS, Battery Energy Storage System, on a réglé notre problème. Donc le vrai mixte, temporaire, le temps qu'on décarbone complètement, c'était d'adjoindre des batteries, du photovoltaïque, et pour que ça soit économique, la nuit, un peu de diesel, pour l'instant. J'espère que la recherche va nous amener des batteries de grande capacité qui pourraient éventuellement capturer l'excès de solaire qu'on n'a pas besoin dans la journée, le garder pour la nuit et le restituer quand il n'y a plus de soleil. Donc pour moi, les réseaux îlotés ou microgrids, parce que la problématique est la même, si par exemple vous êtes dans une île où il y a 2 MW de réseau électrique, là le réseau dont je vous parlais c'est environ 70 MW, la problématique est la même, l'intermittence, okay, la variabilité. En plus sur ce site, il s'était abonné à de la surveillance météo, donc 40 000 km², 200 km, 200 km, pour surveiller l'arrivée de nuages à 24 heures, mais au niveau local, à part des caméras, on n'est pas à l'abri de la création d'un aérosol local, donc toujours pour éviter le blackout, sans batterie, ils étaient obligés de maintenir ce qu'on appelle une réserve tournante, c'est-à-dire les générateurs dynamiques, tournants, turbines ou autres, ont une capacité, grâce à leur inertie, de répondre très rapidement à une perturbation. Principalement, vous allez le voir en modélisation, des équilibres instantanés de fréquence entre producteurs et consommateurs, comme le mentionnait Corinne. C'est exactement ça. Et les batteries, dans le cas présent dont je parle, elles sont, je ne sais pas si vous avez entendu le terme, en grid forming. Il y avait deux termes principaux, grid firming en anglais, et grid forming. En fait, le grid forming remplace la fameuse inertie que les générateurs tournants pouvaient nous offrir. Donc pour résumer, toujours pour revenir mon histoire sur ce site, le mixte énergétique temporaire pour l'instant, puisqu'on utilise toujours du carbone, c'était des diesels, du photovoltaïque et des batteries. Et pour donner une quantité, pour des charges entre 50 et 70 MW, dans la journée, on est capable d'arrêter tous les diesels. On a 30 MW de puissance instantanée de batterie et 72 MW crête de photovoltaïque. L'ensemble fonctionne avec presque pas de blackout, souvent ce sont des erreurs d'opérateurs. Et c'est un bon exemple de comment cette transition va se faire dans le temps. Et je pense que la recherche doit nous amener des batteries de plus grande capacité qui pourraient, économiquement, couvrir tous les besoins de la nuit. C'est juste un exemple. Okay, j'ai beaucoup d'autres histoires à vous raconter, mais je n'ai pas le temps de tout vous dire.
Je serais ravi d'avoir des questions plus tard, bien évidemment, si vous en avez. Moi, je vais juste en poser quelques-unes. Il y a des vecteurs que vous n'avez pas en fait signalés sur le réseau, parce que pour moi, les smart grids, c'est pas que de l'électrique. Il y a la thermique, il y a la partie gaz sous plusieurs formes, y compris l'hydrogène. Et pour nous, il y a aussi dans le réseau, il y a les réseaux de transport, les réseaux en fait de fluides divers et variés, de déchets, etc., et les humains qui se baladent là-dedans. Et donc, quelle est votre opinion on parlait d'énergie à prix négatif. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer des choses? Alors, je vise Damien. Et après, le premier qui veut prendre la parole de ce côté-là. Globalement, le sujet, c'est la flexibilité. Comment on apporte de la souplesse? Comment est-ce qu'on apporte de la souplesse dans ce système très contraint d'un équilibre offre-demande en temps réel sur autant de quantité d'énergie? Donc, bon, l'hydrogène, c'est encore un sujet à part, on pourra évidemment en parler. Voilà. La flexibilité, elle est amont, la flexibilité, elle est aval. La première des flexibilités pour accueillir les énergies renouvelables en France, c'est le nucléaire. Puisqu'on abaisse la puissance du nucléaire jusqu'au seuil minimum, on ne peut pas arrêter une centrale nucléaire comme ça, mais à son seuil minimum de puissance pour accueillir les ENR. Donc c'est un élément de flexibilité. Le deuxième, toujours sur l'amont, ça va être, ce que je disais tout à l'heure, l'hydroélectricité. C'est quand même la capacité d'injecter une puissance sur le réseau en quelques secondes qui est unique et qu'il faut surtout préserver dans notre pays. Et ensuite, on va avoir de la flexibilité également aval. Donc là, c'est les clients qui s'effacent au bon moment avec les offres adaptées, les électro-intensifs, les plus gros consommateurs, jusqu'aux plus petits consommateurs, voilà, qui demain même, si on imagine la maison du futur, qui existe déjà, hein, avec ses panneaux solaires, avec sa voiture, avec donc son autoconsommation, sa capacité pour la batterie de la voiture de servir de batterie pour sa maison, de pouvoir faire du véhicule to grid, c'est-à-dire qu'on va réinjecter, on va d'abord remplir sa voiture au moment où il y a l'électricité bon marché, et puis on va la restituer sur le réseau moyennant finance et on sera rémunéré pour ça quand le réseau en a besoin. Bref, on voit qu'on est en pleine révolution hein, sur le réseau d'électricité, mais la notion de flexibilité, elle devient absolument primordiale. Alors les batteries, on n'est pas au stade de la recherche et développement parce qu'ils s'en installent aujourd'hui beaucoup en France. On a le réseau de transport d'électricité qui fait des appels à projets pour des batteries en soutien du système. Hein, donc là, on vient soutenir un système lorsqu'on a trop de demandes par rapport à l'offre. Donc ça, c'est voilà. Mais on a aussi des opérateurs renouvelables qui veulent stocker l'électricité pour la revendre quand le prix est le plus important sur le marché. Donc là, on est sur du capital, on est sur du business pur. Hein. Donc on va avoir une multiforme de flexibilité, de stockage. Les batteries, évidemment, vont s'améliorer. On le voit dans nos véhicules année après année. Hein. 500 km, puis 700, puis 1000. Et maintenant, BYD, c'est 1500 km d'autonomie et des chargeurs d'1,5 MW. On va charger en 2 minutes. Donc inférieur à ce qu'on met comme temps pour mettre du diesel. Ouais, enfin ça, c'est super. Hein. Mais il va falloir que notre réseau il absorbe ça. Quand on a ces futurs superchargeurs, c'est sur les aires d'autoroute, pas chez soi. Les aires d'autoroute, elles sont dans la pampa. Bref, je ne vous fais pas le dessin, mais on a quelques investissements et quelques réflexions collectives à avoir. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu, mais le sujet est assez large. Hein. Et finalement, l'hydrogène est une forme de stockage. Pour nous, le critique en France, c'est le 31 juillet, enfin, en tout cas, départ et arrivée de vacances des juilletistes et au milieu de la France, quand ils se croisent entre Brive et Limoges, où il n'y a rien actuellement, ou en tout cas un développement d'infrastructures. Est-ce que là, il y a des projets prévus ou pas sur l'électrification? Parce qu'actuellement, là, sur l'autoroute, ceux qui essayent de recharger leur véhicule électrique, parfois, ils mangent beaucoup, enfin, oui, ils passent beaucoup de temps dans les repas, à attendre que
les véhicules s'enlèvent des... Et ça, des c'est bien. stations. Déjà, ils font des pauses. Hein, ça évite de faire 5 heures d'affilée. Ensuite, ils mangent plus lentement. Donc, ça a beaucoup d'atouts. Non, plus sérieusement, la décarbonation des mobilités. La mobilité, c'est le plus haut émetteur de carbone en France. Donc, si on doit décarboner quelque chose, c'est d'abord la mobilité. Voilà, et puis ensuite, on a l'industrie, puis ensuite, on a les bâtiments. 250 000 chaudières fuel en Occitanie, encore. Donc, il y a du boulot. Sur la décarbonation des mobilités, en fait, mobilité légère, c'était du tout électrique. Et puis, on se disait, les mobilités lourdes, ce sera à l'hydrogène. On voit un peu un revirement de tendance sur un momentum. C'est-à-dire que l'hydrogène viendra, c'est sûr. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait mature et c'est très cher. Or, les fameuses batteries, maintenant, elles évoluent très fort, permettent à des poids lourds, Volvo vient de sortir son nouveau truck 24 tonnes à 800 km d'autonomie. Donc, 75% des transports en mobilité lourde en France se font dans la journée, aller-retour. Le trans-européen, etc., la mobilité électrique ne répondra pas à ça. Donc, bon, EDF, pour ses 80 ans, va faire 3 fois 80 millions d'euros, ça a été l'annonce du président, 80 millions d'euros pour développer les bornes de recharge pour les poids lourds. Et donc, on va en mettre énormément en France sur tous les corridors. Voilà. Donc, il y avait les corridors hydrogène qui vont servir. Et j'étais dans une belle entreprise chez Jiménez. Et ils vont avoir un tiers de camions électriques, un tiers hydrogène et un tiers SAF, les e-fuel. Bon. Tout ça, même pour eux, c'est quelque chose qui est en réflexion. La composante économique et la composante de décision. Il ne faut pas se tromper. Donc, pour les véhicules légers, bon, je crois que l'offre en termes de batterie, on en a de plus en plus. Sur les aires d'autoroute, on voit des chargeurs de 300 kW qui sont là et qui sont disponibles. Non, je pense que ça, c'est plus un frein. En tout cas, nous, on a nos voitures 100% électriques, on n'a pas de problème pour se charger. On verra pour la partie recyclabilité des batteries, mais vous vouliez... et après... Ouais, je voulais rajouter, dans l'état actuel, le smart grid, c'est un peu compliqué parce qu'on a différents fabricants qui aussi progressent pour les convertisseurs, hein, les onduleurs. Et en fait, il y a beaucoup de logiciels, de software qui sont en progrès et qui permettent effectivement de mieux contrôler le comportement du réseau avec les différents générateurs qui y sont connectés, qui y contribuent. Et je sais que moi j'ai beaucoup de difficultés avec ces constructeurs. Alors on peut les nommer, Huawei, Sungrow. Il faut reconnaître que vous avez ici SMA, qui est une entreprise allemande au départ. Mais c'est surtout effectivement des fabricants chinois qui mettent sur le marché. Et c'est très difficile d'obtenir des informations et d'arriver à faire fonctionner comme on le voudrait. Alors peut-être pas sur un code grid, donc c'est une façon de se comporter typiquement programmée, mais par exemple sur des réseaux îlotés, ou si par exemple il y avait une poche d'électricité qui se retrouvait séparée du réseau public. Et je pense que pour le smart grid, ça c'est un défi. On a beaucoup de difficultés, pas parce que ce sont des Chinois, c'est pas tout ce que je veux dire, mais c'est parce qu'ils gardent quand même leur secret, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à customiser suffisamment. Je voulais juste ajouter ça pour la notion de défi qu'il y a par rapport au smart grid. Alors, je vais faire la transition justement. Alors, non, gardez les micros tous, parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Oui, c'est vrai. A priori, pour nous, un des défis, c'est OK, on fait la transition énergétique, OK, les réseaux changent, mais il y a un élément, c'est l'interface. Pas d'inertie, puisque les machines vont disparaître petit à petit, et qu'est-ce qu'on va faire avec toute l'électronique de puissance ? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout le transfert et comment on va faire? Donc alors, peut-être ce n'était pas ton discours, on va voir. Donc, Bruno est en fait, à l'origine, au niveau du LAS, du premier, en fait, la première idée du microgrid en 2008, ça ne nous rajeunit pas. Et en fait, il avait dit, bon, quand même, le photovoltaïque tout seul, sans stockage, c'est pas possible. Donc, les premiers, en fait, notions côté labo, hein, en fait, c'est Bruno qui l'a mené.
en fait, avec une notion de microgrid, et il est arrivé jusqu'au bout, jusqu'au bâtiment. Le bâtiment actuellement emblématique qui s'appelle eDream 1, on va dire, et il a plein d'idées pour eDream 2. Donc, je vais lui donner la parole à toi. Merci beaucoup. Merci à l'ICAM pour l'accueil dans cette table ronde qui scelle un peu toutes les discussions enrichissantes que l'on a d'un point de vue recherche et enseignement, hein, notamment avec Alal Bouzid. Je crois que, Monsieur Notin, vous avez parfaitement introduit toutes les problématiques d'un point de vue recherche, puisque la transition énergétique telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est un problème multi-échelle. Aujourd'hui, on a de plus en plus de sources d'énergie, de puissance extrêmement variables, de l'équivalent d'une habitation à un hangar photovoltaïque, à des grands champs qui doivent cohabiter avec des barrages hydroélectriques, des steppes, des centrales nucléaires, ce qui fait que tout ce petit monde de producteurs liés à des consommateurs de taille réelle, avec des besoins qui sont extrêmement variés. Typiquement, le camion Volvo de mémoire, il a besoin d'un temps de charge de 2 heures uniquement pour pouvoir recommencer à fonctionner. Il faut que le monde de la recherche, en France, à l'étranger, soit capable de réaliser des prouesses technologiques allant du matériau jusqu'au système, en passant par des problématiques de gestion de données de plus en plus importantes. On a parlé de données météo, on a aussi toutes les données d'analyse en temps réel du réseau électrique, des problèmes de reconfigurabilité en cas de crise ponctuelle ou non, qui font que on a des problèmes d'énergéticiens classiques, de la gestion de l'énergie, de la conversion, de l'électronique de puissance à travers ce déploiement massif d'énergie renouvelable intermittente pour lesquelles il faut arriver à prélever l'énergie à chaque instant et en le maximisant, tout en garantissant une stabilité des réseaux pour éviter de se retrouver dans des espèces de blackout comme on a connu en Espagne, où pour de multiples raisons, plus d'électricité pendant longtemps, impossibilité de reconfigurer, et donc une gestion de crise majeure à avoir. Tout cela en temps réel, donc avoir des puissances de calcul, des modèles mathématiques, des lois d'automatique qui soient capables de réactualiser et de modifier le réseau quasi en temps réel. Donc, dans toute cette problématique de recherche extrêmement large, on aurait tendance du nanomètre au kilomètre, du microwatt jusqu'au mégawatt, la recherche académique se doit d'être capable de produire des modèles, des algorithmes, des nouveaux matériaux, des nouveaux composants, des nouvelles structures de convertisseurs de puissance qui soient capables de répondre à tous ces enjeux. Alors, on a beaucoup parlé de ces smart grids, de ces micro-réseaux. Globalement, on peut considérer 4 verrous scientifiques actuels de nature totalement différente. La première, c'est, on l'a dit, ces réseaux deviennent vulnérables face à la stabilité, face au niveau des attaques. Ils possèdent aujourd'hui une très faible inertie, et donc il faut qu'on soit capable de garantir, par des modèles, par des problèmes d'automatique, d'informatique, une stabilité et une résilience qui soit quasiment parfaite. Ceci se base sur des modèles, donc des collectes de données et un traitement quasi en temps réel pour être capable de réagir très rapidement. Alors là-dedans, il y a l'arlésienne de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle est très bien maîtrisée, en particulier pour nos étudiants pour réaliser nos examens en temps réel. Mais c'est aussi appliqué à bon escient pour générer des modèles, des ensembles qui soient capables de donner un peu d'intelligence
à la stabilité des réseaux. Ces réseaux doivent être quand même immunes par rapport à toutes les attaques. Bon, c'est un problème qui est d'actualité, pas forcément pour que pour la gestion des réseaux électriques. Et donc, même si on parle de réseau d'énergie, tout ce qui est cybersécurité et garantir un caractère immune à toutes ces données collectées et ces changements qui sont possibles, c'est aussi un problème, un enjeu fondamental d'un point de vue recherche sur créer des smart grids pertinents dans le futur. Enfin, il va falloir être capable d'avoir un pilotage distribué. Alors là, j'adopte vraiment un vocable d'informaticien. On est vraiment sur des systèmes qui deviennent des systèmes multi-agents. Et toute cette approche qui est issue d'une approche informatique, d'une analyse, d'une tolérance à la sécurité de fonctionnement, eh bien, on peut l'appliquer au pilotage et à la gestion de ces énergies, de ces réseaux d'énergie. Le dernier point, qui est vraiment purement de la gestion et de la conversion de l'énergie, comme on l'a abordé il y a quelques dizaines d'années, ce couplage de plusieurs types d'énergie, vous l'avez dit, de l'hydrogène, de l'électricité, mais le smart grid en soi, c'est de la cohabitation de différents vecteurs d'énergie, des réseaux de chaleur, et être capable de réaliser des modèles fidèles et dynamiques de ces différents groupes d'énergie et d'être capable de les coupler, de les modéliser et de les rendre, de pouvoir les faire interagir ensemble. Alors, si je prends le cas particulier de l'intégration des énergies renouvelables, finalement, toutes ces problématiques qui vont de l'informatique à l'électronique de puissance, ils sont totalement résumés. Aujourd'hui, on a une forte variabilité de ces sources d'énergie renouvelables, des localisations décentralisées, et être capable de gérer un producteur de 3 kW comme un producteur de plusieurs mégawatts. Il faut aussi être capable d'anticiper la saturation des réseaux électriques et être capable d'ordonner très rapidement une décharge des réseaux électriques, éventuellement une coupure de producteurs pour que notre système en soi soit stable. Les axes de recherche clés qui sont communément admis, bien, ça va d'une part sur une problématique de prévision avancée. Aujourd'hui, on est capable de collecter des données. On a déjà des données qui sont collectées depuis des années. Et en utilisant des modèles prédictifs, être capable d'anticiper tout changement de comportement ou de flux de quantité d'énergie. Il y a la problématique du stockage. Alors, monsieur l'a dit, il faut être capable de réaliser de nouveaux types de batteries, des batteries de technologies différentes, plus modernes, mais aussi de se dire qu'il y a un potentiel gigantesque de batteries de seconde vie. Aujourd'hui, vous parlez avec des constructeurs automobiles, des récupérateurs de batteries, la quantité de batteries qui sont encore utilisables et qui pourraient être déployées dans des systèmes à grande échelle pour faire du stockage d'énergie, c'est plus une chimère, c'est des choses qui sont déjà utilisées et qu'il faut être capable de déployer pour essayer de garantir une utilisation d'éléments de stockage électrochimiques jusqu'à épuisement de cette dernière. Dernier point, on est face à des gammes de puissance qui finalement sont extrêmement variables. On va passer de quelques kilowatts, de centaines de kilowatts, de mégawatts. Et ces onduleurs, ces convertisseurs continu, doivent être plus communicants, être capables de dialoguer rapidement avec des opérateurs et d'avoir des gammes de puissance qui sont différentes. Donc aujourd'hui, en France, dans le monde, il faut qu'on soit capable de réfléchir à des nouvelles structures, intégrant des nouvelles technologies de composants avec des
des tensions de fonctionnement supérieures. Et c'est un champ très vaste de recherche à conduire, que ce soit de la structure, du composant et du pilotage de ces derniers. Alors, dans les approches qui sont émergentes, je en ai parlé déjà, c'est le contrôle prédictif, mais c'est aussi, comme dans le domaine de l'aéronautique, la création de jumeaux numériques dans lequel on soit capable de réaliser des tests, des simulations et des changements de fonctionnement. Un point qui est très important, c'est que, comme vous l'avez dit, la recherche aujourd'hui est drivée par des échéances à court terme. Corinne a parlé du bâtiment EDRIM, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Un convertisseur de puissance qui aura une durée de vie de 5 ans de par la qualité des composants ou d'une dizaine d'années, d'un point de vue technique, au bout de 5 ans, il va être quasiment obsolète, que ce soit par la structure, que ce soit par les systèmes de communication. Et donc, c'est une recherche qui est presque à court terme, avec une industrialisation très rapide et des concepts issus de la recherche. Aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe, à travers des projets de type France 2030, à travers les nouveaux programmes PEPR d'accélération, toutes ces problématiques de smart grid et de gestion de l'énergie sont clairement identifiées à travers, par exemple, les réseaux électriques du futur, ou de manière un peu plus précise sur tout ce qui est la génération et la conversion de l'hydrogène. C'est la même chose au niveau de l'Europe, où on essaye d'avoir des programmes transverses européens de laboratoires de différentes nationalités, et surtout sur la création de plateformes de démonstration qui soient capables de démontrer ou d'interconnecter entre elles différents types de plateformes de puissance différentes. Alors, juste à titre d'exemple, au LAS, mais ça serait pareil au Laplace, à Toulouse quand même on a la chance d'avoir de grands laboratoires de gestion et de conversion de l'énergie, multicompétences, qui ont toutes accès à des plateformes, des types de smart grid, et qui peuvent mettre rapidement en application tous ces concepts de recherche. Au LAS, du fait de la multicompétence, c'est un vieux laboratoire créé en 68, où déjà il y avait des problèmes d'automatique, d'informatique, de gestion de l'énergie qui étaient développés. Les premiers travaux sur l'énergie solaire, c'était premier choc pétrolier dans les années 70. C'est finalement tout ce dont je vous ai parlé. L'étude et la conception de micro-réseaux stables, l'intégration d'énergie renouvelable, tout cet aspect d'électronique de puissance, du développement de nouveaux convertisseurs, de nouveaux composants et aussi de nouveaux matériaux pour réaliser ces composants. Et enfin, d'un point de vue multicompétence, la gestion intelligente de l'énergie à travers des systèmes distribués, une optimisation multi-échelle et l'utilisation de l'IA pour avoir un monitoring et du contrôle. Je voudrais juste, Corinne l'a dit en introduction, parler de la plateforme DREAM. Effectivement, si tu as la photo pour les gens qui ne connaissent pas, en 2010-2011, on nous a fait confiance, et le directeur de l'époque, pour créer un bâtiment à énergie optimisée. C'était le concept il y a quasiment 10 ans. On réalise un bâtiment avec une certaine autonomie, utilisant différents types d'énergie, solaire, des vecteurs de chaleur, et surtout la possibilité de déployer un réseau de capteurs pour remonter des informations, que ce soit en production ou en consommation. C'était il y a 10 ans. Alors à l'échelle d'une personne, 10 ans, c'était presque hier. Mais il faut bien se dire qu'on était face à des problèmes techniques qui aujourd'hui peuvent nous paraître bien abstraits, mais de remontée de données, avoir des systèmes qui n'étaient pas forcément capables de communiquer entre eux. Et c'était un véritable challenge, il y a 10 ans, d'être capable de réaliser un bâtiment de 100 kW crête
qui soit intelligent. Avec un peu de recul aujourd'hui, une quinzaine d'années après, finalement, ce bâtiment il est quasi obsolète, puisque aujourd'hui, quand on parle de recherche, on parle de couplage de bâtiments entre eux, de communication, de délestage de sources, avec un aspect fort de stockage de l'énergie. Donc effectivement, les réflexions qu'on a en cours, c'est de se dire, la recherche a évolué, et c'est à nous aussi de faire évoluer nos démonstrateurs pour avoir des choses, des systèmes qui soient plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui et le futur de demain. Voilà. Merci. Donc, alors, une fois qu'on a dit que les systèmes allaient être de plus en plus complexes, que l'industrie a besoin d'investir et de nous aider à avoir des nouvelles pistes pour que demain le pays ne s'écroule pas, que la recherche doit être assez solide avec des thématiques. Vous avez compris que côté ingénierie, informatique, sécurité et même en fait nouveaux systèmes sociétaux, etc. On peut inventer plein de choses parce que l'échange d'énergie passe aussi par d'autres moyens que ce qui existe aujourd'hui. On reste là sur un problème général qui est comment forme-t-on les acteurs de demain à travers nos universités et nos écoles d'ingénieurs. Là, en fait, je donne la parole à Joël parce que finalement, c'est un des acteurs majeurs sur le génie électrique depuis des années, comme nous on l'a connu, comme on nous l'a appris, en passant par l'ENSET en particulier, c'est que il fallait qu'on apprenne des bases d'abord avant de faire de machines, etc., etc. On n'en est plus là. Et donc, nous, on aimerait avoir, entre guillemets, beaucoup de moyens pour, en fait, former des nouveaux étudiants. Encore, les écoles d'ingénieurs restent encore un peu privilégiées, mais nous sommes en train de parler de nouvelles habilitations. Et donc, même si l'université est encore riche, on va dire, encore, quelle est ton opinion sur le futur et qu'est-ce qu'il nous faudrait comme aide pour arriver à mener bien au moins des gens à bac plus 5, des gens à bac plus 3 qui s'insèrent dans des métiers et qui puissent, entre guillemets, je ne sais pas si c'est s'éclater dans leur carrière, mais en tout cas apporter toute cette technicité et cet enthousiasme. Bonsoir, merci déjà pour votre accueil. Donc si on regarde un peu aujourd'hui à l'université, on a plusieurs, si tu parles de diplôme à bac plus 5, donc on a, je dirais, la filière classique, 2EA, portée par le département 2EA, où on va retrouver des Master 2 en énergie électrique, tout ce qui est commande, matériaux, développement durable. On a déjà intégré donc deux options. On va avoir d'un côté l'intégration de l'électronique de puissance et les matériaux, et d'autre part une option dont tu es co-responsable, Corinne, concernant tout ce qui est la gestion durable de l'énergie électrique. Voilà. Mais après, comment intégrer, je dirais, par exemple, vos travaux de recherche sur cette plateforme, par exemple, hein. Aujourd'hui, pour tout ce qui est, je dirais, construction du réseau électrique, tout ça, il n'y a pas de souci, ça fait partie, je dirais, des connaissances de base. Mais si on veut intégrer après tout ce qui est pilotage, par exemple, ce que vous êtes en train de faire en recherche, c'est comment le faire entrer en fait, parce que la tendance est plutôt à l'économie, hein. Donc il faut former, on a des défis énormes pour former des cadres de demain. On arrive à créer on a créé notamment, ça c'est porté par le département de l'énergie, un master donc physique de l'énergie et de la transition énergétique, hein, en collaboration avec EDF Production Nucléaire. Donc ça on l'a fait il y a 12 ans.
On a créé aussi un master autour de la gestion des ressources énergétiques, de l'efficacité énergétique, de l'autoconsommation intelligente en réseau aussi, donc le master Green Air aussi. Donc ça, c'est un peu plus tard, en 2018. Mais le souci aujourd'hui, c'est on nous demande encore de faire, c'était un peu le discours de notre présidente, de faire mieux, de notre président aussi, de faire mieux avec moins. Donc à un moment donné, ça devient très compliqué de choisir qu'est-ce qu'on va intégrer dans nos cursus de manière à former les cadres de demain et toutes les mutations aussi qu'il y a, hein, parce que au niveau transport notamment, hein, transport, j'ai vu M. Martineau tout à l'heure, hein, ils ont aussi des gros besoins de, je dirais, recyclage entre guillemets de leurs compétences vers des usages plus électriques. Voilà nos problématiques. Est-ce que tu peux nous parler 2 mots du campus des métiers avec, à partir du lycée Gallieni et tout le microcosme d'enseignement que l'on a autour de nous et avec un partage justement des ressources? Oui, alors... En fait, où on a pu au moins mutualiser tous entre l'ENSET et l'université et qu'on puisse former des cadres au niveau du bac. Alors voilà, enfin pour l'exemple du véhicule électrique. Voilà, donc là ça va plus loin que ça parce qu'on va partir, je dirais, du bac pro jusqu'au bac plus 5. Donc essayer de former sur ces compétences-là et sur le véhicule électrique ces personnes, hein, tous ces futurs, je dirais, salariés. Et il y a un autre projet autour de David Malek. Voilà, donc là aussi un autre projet donc, porté pas mal par David et côté, je dirais, la place université, par Pascal Motion aussi, côté N7, autour du transport électrique, que ce soit, enfin, c'est porté par un côté aéronautique et un côté automobile. Voilà, où là aussi, l'idée c'est de faire, on est en train d'y travailler, une salle de TP où on pourra travailler sur des objets concrets et sur des briques, je dirais, de tout ce qui est transport électrique, avec des constructeurs, avec pas mal d'industriels aussi associés. Et l'idée aussi, c'est d'avoir là aussi, de faire travailler des étudiants de différents cursus, et que ce soit par exemple du 2EA classique, côté électronique de puissance, machine, mais aussi tout ce qui est système embarqué, microsystème embarqué. Voilà, qu'on arrive à faire un peu comme la plateforme Gallieni, travailler plusieurs niveaux et plusieurs domaines de compétences. Alors là, c'est à vous deux, par rapport en fait aux formes qu'on a pu avoir, courte et DTP, est-ce que finalement une forme de projet comme les SAE, comme la réforme qu'il y a sur le but, comme toutes les réformes en fait qu'il y a plutôt de classe inversée, etc., est-ce que c'est peut-être plus adapté sur la complexité que l'on doit aborder, ou est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, il est sûr que tout ce qui est notion de bureau d'études se développe de plus en plus. Alors pourquoi déjà ça coûte moins cher, hein, au système, hein, il faut être clair. C'est un temps d'heures d'encadrement pour quand on compare les heures étudiants sur le projet. Par exemple, nous on encadre des projets 100 heures, je pense en pente là, donc 100 heures étudiants, c'est payé 4 heures prof. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Mais globalement, c'est sûr que les étudiants aiment bien travailler sur ce type de bureau d'études, hein. Mais bon, après, il reste à les encadrer. Alors, l'université, c'est compliqué parce qu'on ne gère pas les mêmes flux qu'une école d'ingénieurs. On a énormément de personnes, donc c'est assez difficile, hein. Là, oui, vas-y. Moi, je voudrais faire une remarque importante. Monsieur Noten l'a dit. Aujourd'hui, il y a un besoin qui est croissant en gens formés, en étudiants formés du bac pro jusqu'à des gens qui ont fait des thèses. Et c'est un domaine, la gestion de l'énergie, qui est en totale explosion.
Et finalement, quand on approche la cinquantaine, on se dit, on se pose la question, est-ce que je m'éclate dans mon travail? Est-ce que mon domaine est porteur? Et est-ce que j'apporte quelque chose finalement à la communauté? Et aujourd'hui, la gestion de l'énergie, le développement de micro-réseaux, c'est finalement un domaine dans lequel on voit qu'il y a une perspective à 20 ans, 30 ans, 40 ans de mutation de compétences, d'évolution des connaissances autour de la carrière. Il y a 20 ans, quelqu'un qui faisait du réseau électrique, c'était un manipulateur de haute tension. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut absolument il ait des compétences en automatisme, en informatique industrielle, bref. Et c'est un peu le message fort qu'il faut donner aux jeunes générations. Vous avez un domaine qui est extraordinaire, où vous allez pouvoir vous éclater. À l'international aussi. En national, en international. Mais c'est vrai, il est de plus en plus exigeant par le développement. Il faut être compétent sur différents domaines. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les ingénieurs généralistes, typiquement, ont la chance d'avoir des compétences en énergie, des compétences en automatisme, en automatique. Et finalement, ce sont des gens qui sont totalement adaptés à cette demande croissante de toutes les industries qui gèrent l'énergie. Et encore plus si on veut faire des thèses ou pas. Alors, je crois qu'on a beaucoup parlé. Et nous, on aimerait en fait avoir votre opinion, des questions ou autres. L'idée aussi de la table ronde, c'est d'ouvrir à la salle. Il y a des collègues là qui sont présents, là, qui sont de l'ENSET et du Laplace. Par rapport à la partie académique et recherche, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Des collègues de l'ICAM, enfin, et puis n'hésitez pas pour rebondir à ce que nous avons dit. Peut-être que nous ne sommes pas dans la réalité, je ne sais pas. N'hésitez pas. Alors, on va vous passer peut-être un micro. Je ne sais pas comment vous... Ouais. Allez-y. Qui veut s'exprimer en premier? Je vais faire comme à l'école. Je vais désigner des... Ah. Essayez de vous présenter avant pour Bonsoir. Vas-y, Michel. Oui, apparemment, il fonctionne. Michel Guenas, Typhoonil, simulation numérique. Aujourd'hui, on voit, et c'est le fruit d'un travail qu'on est en train de construire depuis plusieurs mois maintenant avec des gestionnaires de réseau, que ce soit en France ou que ce soit à l'international, c'est que cette flexibilité de réseau, elle intervient aujourd'hui avec, à la fois on va parler de ressources, on va parler de charges, donc de producteurs, de consommateurs, mais on va parler aussi protocole de communication. Et aujourd'hui, cet aspect protocole de communication, simulation numérique de sous-stations, de postes sources, de choses comme ça, c'est quelque chose qui arrive à grands pas, parce qu'il y a quelques années, chaque constructeur, prenez ABB, Schneider, SPIE ou autres, ils avaient leur propre protocole propriétaire. Et les grands donneurs d'ordre, comme RTE ou autres, n'avaient pas d'interchangeabilité d'équipement. Mais aujourd'hui, on a la chance, avec ce qui se met en place sur, par exemple, l'UEC 61850 ou l'UEC 61869, qui sont deux protocoles majeurs, de pouvoir faire de la simulation de réseau ou de l'interopérabilité entre constructeurs. Et ça, c'est une chance où on va pouvoir, je dirais, avec des moyens relativement réduits, ou quelques équipements venant de quelques fournisseurs généreux, pouvoir construire des plateformes de simulation, ce que fait RTE à Lyon ou ce que fait RTE International à Belgrade, pour arriver à définir et à valider des scénarios de fonctionnement du futur. Et je sais que ces gens-là sont très très sensibles et ont été très très attentifs à ce qui s'est passé en Espagne le 28 avril. Alors, juste une petite intervention justement sur ce blackout. Une idée, qu'est-ce qui s'est passé? Une opinion d'EDF au hasard?
C'est sujet sensible, parce que le blackout, il était physique, mais il est aussi intellectuel. Hein. C'est-à-dire que les Espagnols ne veulent pas donner les raisons pour lesquelles il y a eu le blackout, donc je vais bien m'en garder. C'est pas filmé, non? Non, bah, c'est manque de machines tournantes, une partie de centrales sud de l'Espagne qui se stoppe d'un coup, et cascade en chaîne jusqu'à Golfech qui s'est mis en sécurité. Il y a eu un impact France. Très réduit, heureusement. Mais oui, il y a eu un rapport qui est sorti, mais qui est aujourd'hui assez controversé. Donc blackout intellectuel. Bon, dommage. Donc, bon, Michel, essaye de continuer ta question, si tu avais une question ou une autre remarque. C'était pour dire que donc dans l'enseignement, alors je vais pas... moi je le vois aussi avec des collègues qui sont universitaires à travers le monde, cet aspect d'interopérabilité, cet aspect de simulation de réseau, de construction de réseaux hétérogènes est quelque chose qui est en train de monter de façon assez importante. On vient de construire un très gros projet à l'université de Saint-Thomas aux États-Unis où ils ont énormément d'étudiants qui vont travailler sur cet aspect, c'est-à-dire comment on va construire des scénarios d'une petite ville, d'un petit réseau, et on va dire aux étudiants, voilà, vous allez avoir des surconsommations, sous-consommations, du PV, du machin, et votre but, c'est que le système ne se plante pas. Et là, ça suppose, l'IA peut apporter des idées ou des analyses, mais ça suppose aux étudiants de réfléchir sur des scénarios et sur des façons dont le réseau va se gérer, mais de façon hyper rapide, parce que les systèmes sont communicants. Donc on n'est plus au niveau de l'analogique ou de la fréquence ou de la tension uniquement, on est sur des systèmes communicants, avec des temps de réponse qui sont de la milliseconde. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui au niveau études ou formation, est un sens dans lequel, quand vous parliez de gestion de l'énergie, les perspectives, les compétences multiples, là, on est directement dans cet aspect-là. Donc, c'est tout ce qui est HIL, RCP, tout ce qui est temps réel. Entre autres, mais c'est surtout des scénarios de réponse sur des systèmes. Parce qu'on a des équipements qui vont réagir vite, des équipements qui vont réagir moins vite, et comment on analyse globalement une analyse systémique d'un réseau électrique plus ou moins interconnecté. Damien va répondre, et après je te passe la parole. Non, moi je ne vais pas aller sur le champ technique, je n'ai pas votre compétence et je m'en garderai bien. Simplement, il y a une molécule très ancienne qui a été oubliée qui s'appelle le GBS, c'est le gros bon sens. On n'a pas parlé de territoire, mais il y a quand même une composante à prendre. Vous êtes un logisticien avec des camions, vous n'allez pas installer votre usine sur une départementale. Vous allez l'installer à côté d'une autoroute. Quand vous avez des projets d'ENR, des projets d'usines qui doivent s'installer, etc., vous allez l'installer là où il y a de l'énergie disponible avec un poste disponible. On a complètement oublié la notion de bon sens territorial. Donc c'était une de vos questions sur et les territoires dans tout ça. Il y a de la technique, il y a de l'ingénierie. En France, on est très fort là-dessus. On oublie souvent le bon sens et je voulais juste le rappeler. Moi, je voulais faire juste une remarque par rapport à votre intervention. On est là quand même sur des enseignements qui sont hyper spécialisés et qui demandent quand même un background qui est non négligeable. Donc, aujourd'hui, dans un schéma 3-5-8 européen, on est vraiment sur des enseignements de spécialité, plus même en 5e année qu'en 4e année. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le public qui souhaite travailler dans la gestion de l'énergie, il s'amenuise de plus en plus. Et les compétences de base qui sont, comment dirais-je, normalement acquises par ces derniers, ils ont tendance à diminuer, en particulier parce que les volumes horaires alloués à ces problématiques et techniques ont tendance à diminuer au profit d'autres types de compétences. Donc, Encore un bon sens. Voilà. Donc s'il y a un message fort qu'il faut faire passer, c'est que vous, industriels, vous, EDF, ou vous, SPI,
vous vous rendez compte qu'à des niveaux, je répète, du bac pro au bac plus 8, il y a des compétences de base qui n'existent plus. Et comme nos futurs programmes, ils sont construits majoritairement sur vos besoins, eh bien, ce genre de choses, c'est essayer de sensibiliser les écoles d'ingénieurs, la CTI par exemple, ou à plus bas tous les organismes qui gèrent les IUT, pour dire, ben voilà, aujourd'hui, les étudiants que vous nous fournissez en sortie d'un GE2I ou d'un BTS ou d'un bac pro, ils n'ont pas les compétences actuelles nécessaires pour répondre à nos besoins. D'autres questions? J'essaie de... Oui. Vas-y, Sébastien. Je vais continuer les questions. Sébastien Sanchez de l'ICAM. Vous avez parlé aussi des notions là, de production et de consommation pour essayer à chaque fois d'essayer de trouver un petit peu l'équilibre. Et une solution, du coup, vous l'avez parlé, c'est le stockage de l'énergie électrique. Quelles est pour vous, du coup, les solutions dans les années à venir sur cette question du stockage? Quelles sont les solutions qui existent et lesquelles sont les plus prometteuses, on va dire? C'est une question assez générale. Oui, bien sûr. Je pense qu'on tout doucement, on est tous en train de se rapprocher. On a parlé de la vitesse de communication. C'est un des premiers points, c'est très important. Au-delà des formations, je pense que sur le terrain, que ce soit, on a parlé de Schneider ou de Siemens ou d'autres fabricants, les techniciens sur le terrain s'approprient ces techniques. Donc effectivement, c'est polyvalent. Non seulement ils ont l'électrotech, et au fur et à mesure, ils se forment en informatique et en communication de réseau. Les fournisseurs aussi progressent dans leur développement et forcent donc forcément les techniciens ou les ingénieurs à améliorer leur polyvalence. Pourquoi? C'est vrai que dans les cursus de formation, c'est intéressant d'avoir, je ne parle pas que pour SPI, mais en général, d'avoir ces gens sur le marché, que ce soit chez EDF ou ailleurs. Parce que là, ils vont rencontrer de manière pratique des gens qui n'ont pas ce cursus forcément universitaire, mais qui ont acquis ces compétences, qui répondent au marché. Alors, directement à la question, qui est un peu plus compliquée, je suis positif, je pense qu'effectivement, on va améliorer. Alors, on ne va pas faire de la science-fiction, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 50 ans? Est-ce qu'on aura un autre système nucléaire? Peut-être. Donc c'est pourquoi on est bien en transition énergétique. Okay, pour les prochaines décennies, effectivement, je crois beaucoup que c'est les batteries qui vont remplacer l'inertie des machines tournantes, qui nous ont bien protégés depuis longtemps des aléas de déséquilibre des réseaux. Okay, donc je crois que c'est les batteries qui le feront. Il faudra que leur coût baisse. Bon, Damien, on a mentionné que dans l'automobile, il y a beaucoup d'attractivité économique. Eh bien, les batteries s'améliorent. Okay, mais pour la production d'électricité, même si on a amélioré les vitesses de réaction par la communication ou par l'amélioration de l'électronique, une machine tournante, ça reste une machine tournante. Si c'est des batteries et qu'on répond effectivement, je dirais en moins de 200 millisecondes, c'est ce qui semble actuellement se faire, on a égalé l'inertie des machines tournantes. Okay, je vais vous raconter juste encore une petite histoire, parce que je vous ai dit que j'en avais beaucoup. Il y a maintenant une quinzaine d'années, à Pointe-Noire, okay, donc au Congo, pour Total, ils ont des plateformes qui sont éloignées jusqu'à 80 km, avec tous des générateurs. Et on a réussi à faire communiquer tout ce réseau sans fibre optique. Maintenant, la fibre optique, ça va mieux quand même. Mais on l'a fait par réseau hertzien, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il y avait une perturbation, pour égaliser les charges, etc., on transmettait par la radio. Et on avait, même sur 80 km, une réponse entre 200 et 500 millisecondes. Donc la problématique d'avoir le smart grid n'est pas nouvelle. Elle est là. La seule chose qui s'améliore, c'est la vitesse de commande, par des moyens physiques, effectivement la fibre optique, mais aussi par la vitesse de calcul et l'anticipation, puisqu'on a maintenant de la donnée, je ne vais pas dire de la méga donnée, mais on a de la donnée. Le projet que je mentionnais sur la mine d'or,
on a fini sur des prévisions météo et les résultats collectés, donc avec beaucoup de capteurs, à faire du machine learning pour voir les déviations qu'il y avait entre la prévision et la réalité. Donc effectivement, le système s'améliore en permanence grâce à la vitesse de communication. Je ne sais pas si j'ai clairement répondu. Il y avait l'histoire des batteries, il y avait l'histoire de la vitesse de commande, le smart grid, les échanges à plus grande vitesse et la collecte de données pour du prévisionnel. Alors, moi, je vais donner le point de vue recherche pour la partie stockage. Dans les grands projets et dans les grands de France 2030, il y a ce qu'on appelle le PEPR batterie. Et il y a aussi un réseau national, en fait, qui s'occupe alors des recherches amont pour les nouvelles batteries du futur, avec, si possible, le moins de, d'impact sur l'environnement et le moins, en fait, d'impact sur la partie matériaux critiques. Alors, ça donne des batteries sel fondu, ça donne des nouvelles batteries sodium, soufre, etc. Alors là, c'est vraiment... alors, je ne sais pas si c'est le futur, si c'est le futur proche, ou, etc. Mais il y a un foisonnement de nos collègues d'électrochimie, il y a un foisonnement des chimistes et des matériaux. Si en plus on rajoute là-dessus des stockages à plusieurs échelles de temps, on rajoute d'autres éléments, parce que le stockage hydraulique, c'est peut-être celui qui est le moins impactant, à part au moment où en fait on a un besoin global, mais finalement on voit que ça ne pollue pas. Enfin, il y a une recherche, entre guillemets, sur... je dis que là on est mal parti pour avoir une seule solution, mais avoir un mix, en fait, de solutions de stockage, comme on a un mix de solutions de production. Je crois que là, c'est vers là que ça va aller. Et encore une fois, comment on va faire communiquer tous ces moyens de stockage. Donc là, quelle est la batterie du futur? Là, on est reparti sur du lithium, fer, phosphate partout, du NMC partout, mais ça, c'est court terme. On oublie, nous, ce qu'on a utilisé le plus dans le solaire, le plomb acide, qui est finalement ce qui est le plus recyclable. Enfin, je mets un peu le... et le reste, ben, finalement, il faut repartir sur la durée de vie des batteries, parce que c'est vraiment pas fiable quand ça s'y met. Ça peut être dangereux. Ça peut aussi être très polluant, manque de ressources de matériaux. Donc là, on ouvre un champ global. La solution des réseaux, des smart grids, ça passe peut-être par le stockage, mais actuellement, l'innovation doit y aller pour arriver à faire un stockage critique, solide, robuste, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais il y a de quoi faire pour le futur. Et des nouvelles startups, des nouveaux marchés. Si je peux me permettre, c'est les batteries de seconde vie, je répète un peu, mais vous prenez aujourd'hui une batterie de voiture de type Sport & Start qui va être mise à la poubelle au bout de 4 ans, 5 ans. Elle a des possibilités de réutilisation qui sont monstrueuses. Donc dès l'instant où on se dit d'une manière, d'un point de vue chimique ou d'un point de vue électrique, on essaye de l'utiliser jusqu'à sa mort réelle, c'est des travaux de recherche qui sont très importants. Et juste pour finir, c'est une question de pub. Nous allons organiser sur Toulouse une école thématique, en fait, avec le Laplace. C'est une école coordonnée Laplace-LAS. C'est dans le GT, en fait, c'est un groupe de travail recherche du GDR SIDS. Donc, alors, pour ceux qui sont dans le côté industriel, c'est notre GDR, en fait, côté génie électrique, et où, en fait, on va, en fait, accueillir sur le LAS, du 8 au 10 juillet, en fait, tous ceux qui veulent se former sur les batteries. Donc, a priori, sur les batteries, sur les éléments de stockage, il y a des intervenants à tous les niveaux. Comment, en fait, en particulier, Patrice Simon, qui est notre chercheur, entre guillemets, de l'université Paul-Sabatier, mais qui est reconnu mondialement pour monter des nouvelles startups partout, pour des nouveaux types de stockage. Mais il y a aussi Thierry Ménard qui va nous aider pour comment, en fait,
récupérer les batteries de seconde vie et les associer du point de vue électronique de puissance, il y a quand même, on va de la petite cellule de batterie jusqu'à en fait l'insertion massive du stockage et de l'électronique de puissance dans les réseaux, sur l'école thématique. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous venez nous voir. Et il y a beaucoup de place, donc n'hésitez pas pour ceux qui voudront. Alors, oui. Bruno Sarini, La Place. Je rebondis sur 2 points, Corinne. Le point que tu soulignais sur sur le fait d'avoir une mixité de solutions, une hétérogénéité de solutions. Je pense qu'aussi un des aspects majeurs qu'on voit dans l'évolution des réseaux, c'est qu'on ne peut plus raisonner sur d'un côté les vecteurs, chacun géré de leur côté, c'est-à-dire l'électrique d'un côté, la chaleur d'un côté, le gaz de l'autre. Je pense que les réseaux du futur seront aussi multi-énergie, multi-vecteurs et couplés, et on essaiera de prendre, je dirais, en considération et en compte les interactions possibles, la récupération de chaleur fatale. Il y a tout un tas de leviers pour coupler les vecteurs. Alors, effectivement, l'hydrogène serait peut-être un bon candidat pour coupler l'électricité, le gaz et la chaleur. Bon, ça reste quand même, on travaille dessus, mais ça reste quand même des solutions qui ne sont pas aujourd'hui à un niveau de maturité suffisant, et puis on n'a pas les infrastructures aujourd'hui. Donc il y a un développement majeur à faire à ce niveau-là, et il y a aussi un peu une histoire d'œuf ou la poule. Et je dirais que sur l'hydrogène, tant qu'on ne saura pas le produire d'une manière propre, avec fiabilité, on n'arrivera sans doute pas à résoudre et à le positionner comme un vecteur clé majeur qui pourrait être... Ça, c'est mon point de vue sur l'hydrogène. Et donc, on a progressé dessus, justement. Qu'est-ce que tu penses de l'hydrogène sur... le nouveau, tout ce qu'on a trouvé dans la Lorraine, là, où on a une réserve d'hydrogène. Ça, c'est de l'hydrogène blanc. C'est vrai que bon, ça apparaît comme très très séduisant parce que c'est une ressource accessible, mais derrière qu'on ne sait pas encore véritablement exploiter quand même. Donc, par contre, à partir de l'électricité en prix négatif, comme nous font nos chers collègues allemands, pour faire des fermes productrices d'hydrogène. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que l'hydrogène, on n'est pas au niveau de fiabilité sur l'électrolyse. Donc, l'hydrogène blanc, je pense que c'est pas encore... c'est quelque chose d'intéressant, et effectivement, mais... là aussi, on n'y est pas, donc c'est quelque chose qu'il faut creuser véritablement sur l'aspect recherche, mais il y a eu un emballement qui continue d'ailleurs, qui a été freiné en France, au Japon, mais qui s'intensifie par contre en Chine, aux États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup de projets autour de l'hydrogène, mais c'est un petit peu comme les batteries du futur que tu soulignes. C'est pas encore ça, quoi. Je veux dire, on n'y est pas encore. Et la batterie comme solution miracle, moi, j'y crois pas pour stocker des grosses quantités. Donc, effectivement, le vecteur hydraulique semble mieux positionné. Je rebondis aussi sur les batteries de seconde vie, parce qu'on a travaillé sur des projets de batteries de seconde vie. Quand on a commencé de travailler sur ces projets-là, ça paraissait très, très séduisant. C'était même, on pouvait avoir un gain écologique et économique au début du projet. Et au fil du temps, on s'aperçoit que la Chine étant très agressive sur les batteries et sur le prix des batteries, en fin de projet, on s'aperçoit que de reconditionner des batteries, ça coûte presque plus cher que d'acheter des batteries neuves en Chine. Donc, quand il y a du dumping derrière qui est fait par certains pays, derrière, ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué pour les industriels de se positionner et de pousser la filière des batteries de seconde vie. Je pense que c'est un véritable problème.
Et donc il y a des aspects géopolitiques qui finalement dépassent, on le voit bien aujourd'hui, ça dépasse complètement des solutions qui seraient peut-être des solutions raisonnables technologiquement. Voilà, ça veut dire qu'en gros, tout le débat qu'on a fait aujourd'hui, parfois peut être cassé pour des problèmes de géopolitique, voire politique, des questions peut-être aussi juridiques, des questions ne serait-ce que sociétales, parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas parlé, mais on parle aussi d'acceptation sociétale. Nous, on s'aperçoit que, alors, nous, on a énormément travaillé sur le photovoltaïque, c'était une super idée, etc. Puis on s'aperçoit que les centrales photovoltaïques un peu partout, ça commence à bloquer quand on commence à casser des forêts, etc. etc. Donc il y a aussi ça, faire des choses concertées, peut-être des choses, parce que les fausses bonnes idées, on en a beaucoup. Donc peut-être, donc je ne sais pas quelle est votre opinion là sur cet aspect-là, au-delà de la technique. Ah. Bonne question, la question sociétale. Loïc Blanc d'Enercop, coopérative justement d'énergie renouvelable portée par 67 000 citoyens maintenant en France. Mais question photovoltaïque, on aurait pu parler de l'éolien juste avant. Je reviens 2 minutes sur les secondes mains, parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on expérimente, les batteries de seconde main dans des projets notamment de boucle locale, d'autoconsommation collective notamment, partage de l'énergie à l'échelle de territoire. Et ce que vous racontez, c'est comme le pneu recyclé qui coûte plus cher que le pneu neuf qui arrive de Chine. Michelin y est confronté. Juste sur l'acceptabilité, c'est clair qu'aujourd'hui, puisqu'on parlait un peu d'hydrogène, faire des hectares et des hectares de panneaux photovoltaïques pour aller faire de l'hydrogène dit vert en milieu rural pour faire du carburant dit e-carburant pour les avions, c'est un peu compliqué en termes d'acceptabilité sociale. Et ça, je pense voilà, le milieu rural n'est pas un grenier à électrons pour bobos urbains, comme on dit, pour être un peu caricatural. Et donc, il faut bien prendre ces enjeux-là, parce qu'effectivement, il y a toutes ces questions d'équilibre de territoire entre milieu rural et grands centres de consommation. Et nous, effectivement, on prône plutôt la concertation et des projets qui vont aller, effectivement, répondre à des besoins, évidemment, des métropoles ou des électro-intensifs, mais qui vont prendre aussi la question de l'acceptabilité, de comment on vit avec ces évolutions majeures. Voir arriver, alors des éoliennes, on en a depuis quelques années, mais maintenant, ce qu'on va arriver, c'est effectivement des hectares de batteries, dans une législation qui est complètement déconnante. Excusez-moi du terme, mais je rejoins là-dessus Damien sur la question qu'il n'y a aucune vision, aucune programmation là-dessus. Donc là, aujourd'hui, on voit un acharnement de privés qui vont utiliser le droit d'urbanisme pour aller implanter en milieu rural des batteries et des batteries, quelle que soit l'infrastructure. S'il n'y a pas l'infrastructure, aujourd'hui, tous les schémas S3ENR sont déjà tout le foncier autour des futurs postes sources, etc. Tout ça, c'est déjà la spéculation foncière. Donc là-dessus, c'est vraiment très étonnant que l'État ne régule pas, l'État ne programme pas, et du coup, ça donne même pour la recherche. Je ne sais pas quelle vision finalement vous pouvez avoir, puisque, comme vous le disiez, il y a une pléthore de solutions, parce qu'en fait, on est à la fois soumis à la problématique internationale, géopolitique, technologique, d'approvisionnement de matière. Bref, et c'est très étonnant. Donc, je crois qu'il y a le bon sens, effectivement, le bon sens du territoire, créer des boucles locales avec des petites solutions de stockage, parce que demain il faut électrifier aussi sans doute l'agriculture, sans doute aussi ce milieu rural, il n'y a pas que les métropoles. Il y a des solutions qui existent et je pense que on ne prend pas bien en compte tous ces enjeux-là, quoi. Merci pour votre intervention. Oui. Je rejoins Loïc, ce sera d'autant plus accepté qu'il y a une utilité locale. C'est-à-dire que l'autoconsommation collective, l'autoconsommation individuelle, il y a une forme de logique. En plus, dans l'autoconsommation collective, les habitants eux-mêmes sont finalement actionnaires de la société qui est créée. Donc ça, en termes d'acceptabilité, je crois qu'il n'y a pas mieux. Ensuite, il y a des projets, j'ai les collègues de Dalkia dans la salle, sur des projets finalement de réseau de chaleur à base de thalassothermie qu'on a à Sète ou à la Grande Motte, où là on vient puiser dans l'eau de mer les calories pour restituer du froid et du chaud.
On n'a pas parlé de réchauffement climatique et de résilience des réseaux, résilience des outils de production, mais ça c'est quand même un sujet, on peut encore y passer 2 heures si vous avez le temps. Je ne sais pas, sauf quand que, on nous dit d'arrêter... Voilà, mais en attendant, il faut qu'on arrive à trouver également une forme d'économie circulaire, là, quand on a la ressource locale. Je veux dire, ces projets de thalassothermie sont d'autant mieux acceptés que sur certains îlots de chaleur dans certaines collectivités, on amène du frais grâce à... Donc on va accepter les travaux qui vont se faire dans la collectivité sans rechigner, finalement. Donc il faut remettre aussi beaucoup de territoires, beaucoup de local, même si on peut être fier du réseau robuste et connecté qu'on a en France, ça n'obère pas le fait qu'en territoire, dans les territoires, on a des ressources qu'il faut aller chercher, mais pour des consommations locales, faire des immenses champs solaires pour alimenter des collectivités ou des consommateurs qui sont à des dizaines de kilomètres, sincèrement en France, ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Donc d'où les sujets d'agrivoltaïsme, etc., qui sont encore un autre débat, mais qui posent de sérieuses difficultés. Et là aussi, je peux parler de la partie agri-photovoltaïque qui commence à dire que en dessous de 10 millions de watts, en fait, ça ne vaut pas le coup de watts crête. Hein. Donc c'est énorme. Ça fait forcément un impact sur l'endroit où c'est. C'est pas du tout des kilowatts. Hein. On parle des mégawatts. Comme si c'était évident. Et leur argument, c'est qu'en dessous de 10 mégawatts, économiquement, ça ne vaut pas le coup. Et donc, moi, je trouve ça d'une aberration. Mais bon, je ne sais pas, venant d'un milieu rural, les forêts, tout ça, c'est le minimum de respect à garder. Et pour trouver l'emplacement pour 10 mégawatts, c'est forcément au détriment de quelque chose. Alors, je dirais peut-être au milieu d'un désert, quand il n'y a pas, ou d'une friche industrielle, mais je crois que ça, on a fait déjà tout le tour. Tout ce qui est moi, je suis épatée qu'il n'y ait pas plus de parking dans les grandes surfaces, pas plus d'endroits dans les hôpitaux où on se gare, mais en plein soleil, etc., etc. Il y a beaucoup d'endroits artificialisés qui pourraient être utilisés mieux que d'autres endroits. Donc je ne sais pas quelle est votre opinion, parce que le photovoltaïque sans surface, on ne va pas y arriver. Alors après, il y a tout ce qui est photovoltaïque dans les milieux urbains. Donc là, le coût est quand même relativement élevé. Mais nous, on a montré justement qu'un apport en plein sud sur un vitrage interactif, c'est peut-être plus cher qu'une vitre, mais ça s'y retrouve très vite sur la climatisation. Donc parfois, une technique qui est peut-être plus chère par rapport à des panneaux dans l'air ambiant, c'est quand même beaucoup moins cher à terme. Donc je ne sais pas, il y a beaucoup d'ingénierie à revoir. Enfin, c'est mon opinion. Mais... Puis il y a aussi quand même un problème de... On a parlé d'éducation à des niveaux bac pro, bac plus 8, mais tout ce qui est l'éducation de la communauté, des citoyens, on parle de réseaux locaux d'énergie, on parle d'hydrogène vert, mais on a tendance à s'opposer à des noms de principes. Je pense à Montésic 2, par exemple, la STEP dans l'Aveyron. Quand on pense à l'opposition qu'il y a eu de la part pas forcément des locaux, justement, par rapport à... C'était quand même quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, vous parlez de réseaux locaux d'énergie, les initiés comprendront, et la majorité des gens, soit ils vous diront, moi je m'en fiche, l'essentiel c'est que mon électricité soit garantie, soit d'autres diront qu'ils sont réfractaires par principe. Donc je pense qu'il y a quand même un gros problème d'éducation de la foule vis-à-vis de ces challenges énergétiques en dehors de toute contrainte politique et actuelle, en disant j'ai le diesel à 2,30 €, il me faut absolument une solution moins chère, que ce soit l'électrification ou ce genre de choses.
Alors, je ne sais plus jusqu'où on peut aller. Une dernière question. On va essayer de conclure avant 20h30. Oui, bonsoir. Yannick, du coup, je suis NICAM 2013. Je suis venu parce que le sujet m'intéressait. J'ai profité d'être à côté. Donc, vous disiez oui que le stockage et la gestion de l'énergie, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de décarbonation. Vous disiez aussi qu'en gros, le nombre d'étudiants et le nombre de formations pour former sur ces sujets-là était en baisse. Oui. Du coup, plusieurs commentaires et questions. Je trouve qu'il y a quand même un petit manque de communication de manière générale sur les solutions qui sont proposées. Vous en avez abordé beaucoup. Bon, là, moi, ce soir, j'ai fait l'effort finalement d'essayer de venir me renseigner, mais je trouve que pour des personnes qui ne sont pas forcément au fait de tous ces sujets, c'est un peu flou. Il y a beaucoup de choses, mais on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va, quelles seront les solutions tête de gondole qui vont être déployées dans un avenir plus ou moins proche. Est-ce qu'il n'y a pas un gros enjeu de communication? Ça rejoint aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur l'acceptabilité des gens et des personnes qui vivent dans les territoires où vont s'implanter ces solutions. Comment vous voyez ce sujet-là de communication et pour réussir à emmener les gens, à embarquer la population, les étudiants vers finalement tous ces enjeux de stockage et de gestion de l'énergie? Alors, je prends la parole et après... En fait, nous sommes partis sur le campus de Paul Sabatier, comme beaucoup de campus, alors en 2007, sur ce qu'on appelait les campus verts. Je ne sais pas si ça vous rappelle des choses, mais le campus vert, on était plusieurs campus en France à dire on ne peut, entre guillemets, faire une transition énergétique que si les citoyens, les usagers, prennent en main, entre guillemets, leurs outils et leur environnement. Et donc le campus, entre guillemets, alors on avait plusieurs noms, CEDAR, puis après Néocampus, etc. Et on a essayé de faire comment on pouvait, sur la taille d'une ville de moyenne, on est 45 000 usagers entre les étudiants, etc., on essaye de faire des démonstrateurs à l'intérieur de notre université. On essaye de réduire nos usages, l'usage de l'eau, de l'usage, parce qu'en recherche, il y a un gaspillage énorme. Donc, l'usage de tous les fluides, l'usage de l'électricité. On a un réseau de chaleur sur le campus pour dire qu'on essaye d'être... Et donc, on forme nos étudiants sur les exemples que l'on peut créer. Alors, il y a le chercheur qui vient, il y a ou la chercheuse d'ailleurs, mais il y a aussi l'étudiant et il y a aussi tout l'environnement. C'est-à-dire que les habitants du quartier peuvent traverser le campus et voir petit à petit l'évolution vers un campus plus vertueux. Alors ça prend énormément de temps, ça fait à peu près 20 ans qu'on y est, mais petit à petit on essaie de trouver des solutions. Alors c'est là qu'on s'arrête sur les problèmes de territoire, les problèmes en fait quand je dis de territoire, c'est que l'État arrête pas de cloisonner en fait des morceaux. Donc on dit ça c'est le ministère de la Recherche, là c'est le ministère de la Justice, du sport, de la culture, etc. Donc sur un campus comme ça, on arrête tout un projet parce qu'on a même les problèmes du canal du Midi avec les problèmes fluviaux, etc. Donc là, je pense que quelque part, il faut que chaque citoyen se dise qu'il a son mot à dire sur toutes ces aberrations, sur lesquelles, en fait, on essaye de faire... alors, on vous a donné aujourd'hui plein d'initiatives, et si elles ne sont pas relayées derrière, s'il n'y a pas, en fait, un souhait global de groupe et de société, en fait, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire, le chercheur ne peut rien faire, l'enseignant ne peut rien faire, l'industriel ne peut rien faire s'il n'y a pas adhésion. Je ne sais pas si j'ai... Alors, les solutions,
quand vous parlez, est-ce qu'on est flou sur ça? Nous, quand on a commencé la partie Smart Grid, on s'est aperçu qu'un des trucs, je ne sais pas si vous connaissez toutes les COP qui s'est passé, nous on s'est arrêté à la COP 21 en particulier, beaucoup d'initiatives qui se déclinent, et après, si on veut le réaliser dans chacun des pays, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes infrastructures, et après ça redescend à chaque partie des territoires, chaque région qui décide qu'est-ce qu'elle a comme plus, qu'est-ce qu'elle a comme moins, et on arrive à la granularité d'une ville, d'un village, etc. Et je crois que là, il faut qu'on fasse pareil. C'est-à-dire qu'un village va avoir une super solution, mais le village d'à côté, n'ayant pas les mêmes infrastructures, n'ayant pas les mêmes envies, eh bien, il ne va pas avoir du tout la même solution. Donc, profitons de cette multi-solution possible pour réinventer le futur. Je ne sais pas si... je ne sais pas. Mais bon, moi je suis utopique encore. Je ne sais pas si je réponds. Mais en tout cas, il y a des exemples. Les campus, je vous jure que c'est des exemples. Là, les plateformes qu'on essaye de faire à petite échelle et à grande échelle, on essaye de montrer ça. Tous les ans, en fait, le bâtiment dont on parle, plus tout ce qui se passe, nous on ouvre pour les portes ouvertes. Donc c'est à peu près avant la Toussaint. Il peut y avoir ces exemples-là qui sont visibles et on peut discuter directement. Nous, on a fait ça. Nous, il y a plein de trucs qu'on ne referait pas quelques années après. Donc aussi, tous les échecs, on va dire, on peut aussi le dire. Hein, donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à nous contacter et venir nous voir. D'autres... C'est à moi? Non? On a une dernière? Dernière question, ouais. Bon, lui, non, il n'a pas le droit. Donc, merci pour votre présentation très inspirante. Je suis doctorant ici à la CNRS sous la direction du professeur Corinne Alonso et mes travaux portant sur les indicateurs de vieillissement en ligne de batterie et donc au sein de projet BRTAS. Donc ici, j'aimerais solliciter votre vision industrielle sur l'interface batterie-réseau à travers deux questions. Première question, vous avez mentionné l'inertie du réseau est traditionnellement assurée par les machines tournantes. Donc, selon vous, quel est l'impact réel de ce mode de fonctionnement sur la dégradation de cellules? Parce que les convertisseurs de comment on dit, grid forming est connecté au bus DC. Donc, et comment peut-on optimiser l'arbitrage entre le soutien au réseau et la durée de vie du stockage de l'énergie? Stop. Okay. Alors, on a fait des expérimentations en pratique, en application industrielle. Donc, sur ces 30 MW installés, c'était donc 30 containers de 500 kWh utiles. Donc, ça nous donne, on va dire, pratiquement, hein, ça nous donne 13 à 20 MW pendant une demi-heure, puisqu'on ne peut pas trop décharger. On a calculé que le constructeur nous disait 8000 cycles sur la durée de vie de ces batteries. 8000 cycles avec une décharge pas en dessous de 30%. Alors on s'est aperçu qu'en fait, le prix du kilowattheure de ces batteries, si on les utilisait jusqu'à 30%, était plus cher que le diesel sur la durée de vie. Donc, l'aspect pratique, ça a été de garder les batteries chargées à 70%, ainsi elles pouvaient absorber, si besoin, et décharger en cas de perte de producteur ou de déséquilibre, en arrêtant la décharge à 40%. En fait, le compromis, ça a été la durée de vie, donc le coût économique, okay, versus le coût des autres sources d'énergie. C'est pourquoi je parlais de transition. Pour l'instant, dans ce site en particulier, mais dans beaucoup d'endroits encore dans le monde, les générateurs à fuel sont l'ultime garantie avant délestage. Est-ce que j'ai répondu? Oui. C'est plutôt une question, je veux dire, financement. Oui. Okay. Oui. Durée de vie de la batterie,
par rapport à son coût. C'est financier. Merci pour votre explication.